Apéro spécial Game 1. Spécial Game 1, Games, match 1 au pluriel. On a eu 4 premiers matchs. Bon, il y a une série qui est déjà à 2 matchs, mais on a eu 4 premiers matchs de demi-finale de conférence. Bon, on s'est régalé. À l'Est et à l'Ouest. Alors, on s'est régalé de fou. Ça, c'est clair. On se régale depuis le début de ces playoffs, faut le dire. C'est un millésime. Hein. Genre, c'est stylé. Ah, les playoffs 2025, on mange Gucci. Comme on dit. Hein. Et puis, alors, au passage, tiens, style varié. Ah oui. Parce que moi, je croyais que la NBA, c'était plus que des 3 points et que c'était chiant à regarder. Ouais, c'est chiant à regarder. On nous aurait menti alors ? Parce que, oui, il y a des équipes qui shootent 3 points, on va en parler, salut les Celtics, ou les Wolves. Ou les Wolves, exactement, c'est ce que j'allais dire, et qui n'en rentrent pas assez, il y a des soirs ça tombe dedans, des soirs ça tombe pas dedans. Il y a aussi des équipes qui proposent un autre style de jeu. Il y a des équipes qui proposent des zones bizarres, des zones presse un peu machin. T'as un... Ouais, je t'en prie. Les Warriors ou les Rockets aussi ont essayé au tour d'avant contre les Warriors. On a vu Denver proposer des défenses, enfin bref. En gros, voilà, le Thunder, on sait qu'ils défendent bien. D'ailleurs, les Nuggets et le Thunder, a priori, on se dirige pas vers une série de batailles de shoot à 3 points. Le 3 points va être un facteur important, mais ça sera pas forcément que ça. Sauf pour Aaron Gordon en fin de match. Mais ça, c'est Aaron Gordon. Hein. Est-ce qu'il y a un joueur qui joue mieux en playoff qu'Aaron Gordon depuis le début de cette année, de ce millésime? Il y en a quelques-uns, oui, mais c'est vrai vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais ce sont des playoffs incroyables. On se régale sur ces demi-finales dans la continuité du premier tour. C'est vrai qu'on a vécu plein de choses, et notamment le fait qu'aucune équipe à domicile a pu faire le boulot. Historique, 4 équipes ont démarré leur demi-finale à la maison, 4 équipes se sont inclinées. Que vous soyez fan des Wolves, du Thunder, des Celtics ou bien des Cavaliers, désolé, mais c'est un petit peu la merdouille. On va devoir discuter de tout ça parce qu'il s'est passé plein de choses, que vous avez été nombreux à demander du débrief. Avec des contextes différents. Et des contextes il y a des équipes pour lesquelles on est plus ou moins inquiet. Tout à fait. Il y a des équipes pour lesquelles l'inquiétude est grande. Il y a peut-être une série dans laquelle on fera un focus un peu plus gros parce qu'il y a déjà 2 matchs qui ont été joués et malheureusement il y a 2-0 ou comme on dit 0-2. Ça mériterait une vidéo entière, tu penses? Enfin, une petite vidéo, ouais, je pense aussi. On s'occupera de tout ça. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va discuter de tout ça, donc très hâte d'avoir vos ressentis. On sait que vous êtes nombreux à regarder évidemment les playoffs en direct. Certains voient les résultats au petit matin et se font les replays. On se régale à fond les ballons. Avant de démarrer, certains étaient en live avec nous samedi dernier pour le Game 7, ou puis-je dire la purge des Clippers. Alors, et la Game belle 7, victoire. donc il y a une des deux équipes qui est venue et qui a joué un Game 7. L'autre était en saison régulière. Exactement. Salut les Clippers, on espère que le cocktail a bon goût. Si vous étiez en direct avec nous, vous avez peut-être entendu cette info. Grosse annonce! Aujourd'hui, nous sommes le 7 mai 2025 et nous sommes très fiers de vous présenter le nouveau projet de Trash Talk, le cahier de jeu. Trash Talk est disponible dans toutes vos Fnac et librairies avec les poteaux de Hugo Sport. On est très très fiers de vous présenter ça. Le concept, il est très simple avec Simon, avec qui je fais l'addition évidemment toute l'année. Eh bien, on a décidé de vous proposer une centaine de jeux à déguster cet été, que vous soyez à l'aéroport, à la gare, que vous aimiez les jeux des 7 différences et des Dwayne Wade à retrouver sa statue. Pour tester votre culture générale basket. Exactement. Des choses comme ça, les numéros, un peu de géographie. Là, je vois, il y a un peu de géographie. Là. Ah bah oui, savez-vous replacer les villes, évidemment, dans les équipes NBA dans leur ville. Est-ce que vous êtes capable de nous citer les derniers champions NBA avec le bon score de la série? Voilà. Donc, ça sort aujourd'hui. Tout à fait. C'est disponible. Ça se commande en ligne, on met un lien ou comment on fait? Alors, évidemment, très bonne question Alex. Si vous aimez les petits projets Trash Talk comme celui-ci, eh bien vous foncez dans le premier commentaire de cette vidéo et vous pouvez déjà le commander et le recevoir à la maison, ce qui peut être très chouette pour cet été. Vous pouvez aussi aller dans vos Fnac les plus proches ou certaines librairies et aller le récupérer. Normalement, depuis le 7 mai, là, il est disponible. Bref, tout est dispo. On est très très content de ça et bah voilà. Merci au poteau du Go Sport, merci à Simon qui nous a régalé encore. On aura la semaine prochaine une édition spéciale reveal de ce magnifique petit projet. Et puis voilà, quand on est à la plage, à l'aéroport, à la gare. La plage, l'aéroport, la gare. C'est ça. Même si vous partez pas en vacances, vous pouvez faire un petit exercice le soir, tout ça. Ouais. On est encore qu'au mois de mai, il y a le temps. Hein. Tiens, je te prends juste un exemple. Je vais te tester un peu, juste pour me permettre, parce qu'il y en avait un qui était pas mal. Est-ce que tu es capable de reclasser chronologiquement les équipes dans lesquelles Dennis Schroeder a joué? Non. On commence à Atlanta. Ouais, on commence à Atlanta. Si je te dis par exemple Brooklyn, Boston, les Lakers, Golden State, Houston, OKC, Toronto et Détroit. Non, j'en suis vraiment incapable. Eh bien, si vous êtes non, c'est trop le merdier dans la carrière de Dennis Schroeder. Pourtant, c'est un bon joueur. Mais c'est vrai que lui, pigeon voyageur. Exactement, bref, il y a plein de choses comme ça où ont eu lieu les matchs NBA hors des terrains américains et canadiens. Tout ça, c'est formidable. C'est à retrouver en premier commentaire de cette vidéo et on est très fiers, donc n'hésitez pas à le prendre.
Ça nous fera bien plaisir. Merci Simon, on se retrouve très vite dans l'édition. Je vais le mettre dans le décor. Alex, on le disait là à l'instant, on va faire un petit peu un débrief de ces séries de demi-finale et de ces Game 1, mais il y a une série qu'on va faire un peu plus en focus. Est-ce qu'on lâcherait pas juste 2-3 petits éléments à nos amis les Pacers et Cavs en attendant une vidéo complète qui sortira demain? Voilà, c'est ça. Éléments. Bon. Match 1. Les Pacers se pointent. Les Pacers ont quand même, on peut le dire, sur le match 1, ils étaient un peu devant. Ils ont plutôt eu le match en main, ils l'ont plutôt dominé parce que ils rentraient tous leurs tirs ou presque. Ils étaient insolents. Ils étaient insolents, pendant que les Cavs, eux, ne l'étaient pas. Les Cavs ont quand même fait un gros push sous la houlette, notamment, moi j'ai trouvé Max Truss plutôt bon, actif et tout. J'ai trouvé un bon Evan Mobley et surtout un Donovan Mitchell qui, voyant que les tirs lointains ne rentraient pas, s'est mis à driver, à aller chercher de lancer, essayer d'accélérer le jeu et compagnie. Et les Cavs ont recollé, sauf que les Pacers, ils ont tenu bon. Le quatrième quart, Haliburton et Nembhard, ça rentre des tirs de grands malades mentales. Ils enfoncent le clou et ils gagnent ce premier match. Et c'est vrai que le Game 2 a été dans une autre physionomie parce qu'on a appris qu'il y avait 3 absents. On en reparlera dans la grosse vidéo débrief de cette série. Mais tu n'as pas Darius Garland, tu n'as pas Evan Mobley, tu n'as pas DeAndre Hunter. C'est pourtant un match que les Cavs ont très bien démarré, mais qui finissent par perdre au finish sur un show de Tyrese Haliburton absolument énorme. Donc peut-être qu'on va se poser en détail sur cette série. Voilà. Puisqu'elle a 2 matchs de jouer, alors qu'on a 3 autres séries, là, au moment où on parle, mais oui, qui n'ont que le match 1 de jouer. Au moment où on parle, tout à fait. Et on va justement basculer sur une autre série, puisque ce sont les Pacers et les Cavs qui, dimanche, avaient démarré cette série de demi-finale, puisque ça avait été assez expéditif. Les Cavs avaient gagné 4-0 leur premier tour, et les Pacers 4-1. Donc c'est pour ça que ça a démarré ce dimanche. Le lundi, on a enchaîné, notamment avec nos amis de Boston. Boston contre New York, Game 1. Celtics Knicks. On avait très hâte de démarrer cette demi-finale. Très bonne nouvelle au moment de démarrer cette rencontre. Ouais. Effectif Celtic à 100%. L'injury report de Boston est totalement vide. Et même chose pour les Knicks. Même chose pour les Knicks, mais c'est vrai que côté Boston, tu sais, on se disait après le premier tour, qu'en est-il du poignet de Tatum, qu'en est-il de la cuisse de Jaylen Brown, qu'en est-il de la tête de Porzingis, et même Jrue Holiday avait été absent à certains moments du premier tour. Et là, en fait, tout allait bien. Et c'est un match sur lequel on a eu un avant-goût de ces Game 1 complètement dingues. Parlons-en, Alex, on est sur un match qui est quand même, on va pas se mentir, dominé une bonne partie d'abord par nos amis à domicile de Boston. Grave. C'est quand même vachement géré, il n'y a aucun problème. Au milieu du troisième quart, ils ont encore 20 points d'avance. Tout à fait, on est à, je sais plus, 75-55 ou un truc comme ça. Non, c'est violent. Et on est dans la physionomie de ce qu'on avait dit, c'est-à-dire... On est en train de se dire, tiens, c'est bon, Boston, ça maîtrise. Quoi. Cruise control, le favori qui devrait l'emporter. À ce moment-là, parce que je te propose de scinder en deux, jusqu'à ce moment où il va y avoir notamment la remontada des Knicks, parce qu'on va leur rendre hommage. Ouais. Très bien Tatum. Bien la défense. De Boston. Qui fait bien chier Jalen Brunson. Absolument. Qui limite les shoots. Bon, on sent qu'Anunoby est bien chaud, mais Bridges est embêté. Ça limite l'attaque des Knicks. Et du coup, on en avait parlé dans la preview. On avait dit Boston a une défense qui est capable de limiter l'attaque des Knicks. Par contre, est-ce que la défense des Knicks est capable de limiter l'attaque de Boston? Là, pendant 3 quarts-temps et demi, on se dit non. Tout à fait. À plus 20, on se dit normalement ça devrait dérouler. Et en plus, Boston nous évite un petit peu le côté parfois dumb basketball dont on parlera après, qui consiste à oublier que se rapprocher de l'arceau, ça peut être pas mal. Et on a une bonne variété. On a Peyton Pritchard qui va aller aussi provoquer un peu à l'intérieur, même s'il y a Sam Hauser qui se blesse un petit peu. On a Luke Cornett qui fait un petit peu le boulot. On a Jrue Holiday sous certains aspects qui va aller pénétrer également et marquer des points faciles. Derrick White qui essaie de rentrer des shoots. Les Celtics, au bout de 36 minutes de jeu, allez, 35-36 minutes de jeu, ouais, comme tu dis, ça déroule, normalement. Ah non, même pas 35-36, c'est avant ça, c'est 30. Oui, allez, une trentaine de minutes de jeu. Parce qu'après, sur la deuxième partie du troisième quart, et c'est là que ce match, on verra comment les Celtics vont réagir derrière, et comment les Knicks et tout, mais ce match peut modifier durablement la physionomie de la série, puisque non seulement les Knicks ont haussé le ton, ont haussé leur intensité, leurs ailiers, même Bridges, qui n'a pas été très bon au tir et tout, a fait quand même un match assez impactant. Anunoby marchait sur l'eau. Bah, c'est le meilleur joueur des Knicks sur Brunson et Kat se mettent bien en route. Oui.
Petit à petit, je dis. Tu vois, ça se met en route, ça commence à se protéger. Utilisation pas si mal que ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé de Mitchell Robinson, qui est venu apporter du rebond. Et même plus que ça, tout à fait, c'est du rebond. Voilà, du Mitchell Robinson. Quoi. Moi, je suis content. Il score pas beaucoup, mais pour moi, il est positif quand il est sur le terrain. Je suis content que tu mentionnes parce que c'était un aspect très positif en effet de ce premier match côté Knicks. C'est qu'au-delà des stats où parfois on regarde Mitchell Robinson et on se dit allez, quelques rebonds, c'est sympa. Si son plus-minus notamment, qui est une stat qu'on prend avec des pincettes, est aussi bon sur le run des Knicks. Après, il faut prendre avec des pincettes, celui-là. Oui, mais là, autant sur ce match, c'était vraiment flagrant. Les minutes qui ont été mises sur Robinson étaient bonnes. Elles sont positives pour les Knicks. Et notamment parce que ça va dissuader nos amis les Celtics d'aller dans la raquette. Et aussi de se concentrer. De ça ils étaient quand même pas mal dans cette alternance entre le shoot extérieur et le shoot intérieur. Mais les minutes de Mitchell Robinson, ce sont aussi des minutes où Boston va rentrer, je trouve aussi dans on va rester à l'extérieur et on va arrêter cette alternance offensive que moi j'avais appréciée au début du match. Et surtout, Boston, malgré toute leur expérience, ils n'ont pas vu venir le danger. Les Knicks sont recollés de manière assez rapide. En fin de troisième quart, ils ont bien réduit le score. Parce que finalement... bouge pas. Non, mais oui. Je vais te dire, en fait, là, ça va en overtime. Donc pour arracher l'overtime, ouais, c'est ça. Donc en fin de troisième quart, les Knicks grattent et reviennent à 9 points. Alors qu'il y avait 20 points en milieu de troisième quart. Et encore, ils reviennent à 9 points parce qu'il y a un gros tir en fin de troisième quart côté Celtics. Sinon, ça aurait même pu être 6 points. Et là, ça recolle. Pourquoi ça recolle ? Parce que tout d'un coup, New York est un peu plus rigoureux, même nettement plus rigoureux encore en défense. Et tu as des choix de tir qui sont pas bons côté Celtics, des rebonds qui sont assurés côté New York, et tu as du Anunoby qui fait mal, et un Brunson qui commence un petit peu à chauffer. Donc les Knicks recollent. Ils nous montrent qu'ils ont certainement peut-être plus de ressources mentales et défensives que ce qu'on aurait pu croire à l'issue de la série contre les Pistons. Un peu plus, tu vois. Mais après, c'est aussi les Celtics qui sont à ce moment-là, genre un peu décevants. Et les Knicks, ils lâchent rien. Moi, j'ai adoré cette image, en effet, de rien lâcher. Peut-être pour moi, un des 2-3 meilleurs joueurs des Knicks sur ce match, c'est Josh Hart, qui est absolument énorme. C'était un des facteurs X de cette série. À la fois, premièrement, sur du rebond, se tabasser. Il prend 11 rebonds, dont 5 offensifs, 6 défensifs. Et lorsqu'il en prend des défensifs, percussion. On ne laisse pas la défense de Boston se mettre en place. Il y a eu 2, 3, 4 contre-attaques de Josh Hart où il dit les gars, on suffoque demi-terrain. Moi, je vais mettre de la percu, Lui et Anunoby, ils ont couru, ils les ont fait chier. Ils ont couru. Il y a un tomard de OG Anunoby en transition avec la faute. Non, les deux ont été vachement bons. Karl Anthony Towns, qu'on a tendance... Parfois, je trouve, et de manière logique, à un petit peu questionner sur sa toughness et sur son côté physique, a haussé son intensité physique, parce qu'au début du match, ça score. Il y a des turnarounds là en première mi-temps, la magnifique de Kat. Offensivement, il est là. Mais je trouve que dans l'impact physique, Kat s'est aussi mis au niveau de cette demi-finale, très tôt. Donc ce sont ça les éléments principaux qui ont permis à New York de recoller, couplé à des Celtics qui s'enferment, les œillères. On y va, ça se remet pas du tout en question offensivement et le comeback et la victoire des Knicks ont été rendus possibles aussi parce que Boston s'est entêté à shooter de loin et genre on avait l'impression que Jason Tatum, notamment dans le vrai Money Time, c'est-à-dire qu'une fois que New York est vraiment revenu, il y a Jalen Brunson qui commence à chauffer la machine, j'y reviens après. Oui, clutch player of the year. Des énormes tirs. Donc là, il y aura un questionnement à se poser. Disons que si d'autres fins de match serrés se présentent dans cette série, Boston a 2 grosses questions à se poser. La première, c'est est-ce qu'on n'aborderait pas quand même le problème Brunson différemment, un peu plus de trappe, plutôt que de forcément laisser un défenseur, même s'ils sont très forts, mais il les cook. Ça a bien démarré, c'est un game one. Il les a bien démarrés. Il les a bien démarrés. On s'est retrouvé dans une fin de match serrée. Et on a vu Brunson poser ses moves, poser son footwork, poser ses step back à 3 points. Et ben Holiday, White, Tatum, qui tu veux, là, c'est tout, voilà. C'est tombé dedans. Donc c'est un sujet. C'est peut-être pas le sujet numéro 1, mais ça peut être une réflexion. Est-ce que tu n'as pas intérêt, face à ces Knicks, à trapper un peu Brunson quand c'est serré pour les faire chier et obliger un autre gars
Parce que là, ils sont sereins, les Knicks. Hein. Ils ont confiance. Anunoby, 4, ça vient poser les gros écrans. Ça vient chercher le switch qu'il faut à Brunson. Et puis, vas-y, mon Jalen, fais-nous tomber les gros paniers. Bah, c'est vrai. Ouais, tout à fait. En Boston, fait, avec ses joueurs, a peut-être les moyens. Je sais pas ce que tu en penses. si, Ils ont si, peut-être si. les moyens de... Si. Je sais pas, vas-y, envoie-en 2, trappe, quitte à ce que ce soit Joe Hart qui shoot. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était un match. Tout à fait. Bon, les Knicks vont se régaler si c'est ça la couverture. J'ai trouvé au global que les Celtics m'ont donné l'impression, et on l'a déjà vu par le passé, de croire que les Knicks allaient leur offrir la victoire. Il faut aller le chercher ce match. Et les Knicks ont eu raison de ne pas abandonner. Et Boston chercher, a fait un Game 1 d'équipe qui n'est pas concentrée sur les petits détails. Ils se sont fait prendre sur certains rebonds offensifs. Ils se sont fait reprendre sur certaines transitions défensives où ils ont laissé des gars monter à l'arceau sans problème. Ils ont vraiment cru que ça allait être détente et que sur des home runs, ça allait rentrer. Donc du coup, pendant que tu as combien 19 tirs à 3 points qui sont loupés dans le quatrième quart-temps. Je peux te donner la stat exacte. Je crois qu'ils ont loupé 19. Les Boston Celtics ont loupé, je crois, 19 tirs à 3 points sur un quatrième quart-temps de 12 Ils sont à minutes. 2 sur 15. Ils en ont loupé 13. Pardon, avec la Dans le prolongation quatrième incluse. quart. Excuse-moi, c'est avec la prolongation C'est incluse. ça doit être Loti 1 sur 3. Donc ça fait 3 sur 18. 3 sur 18. Ils ont loupé des 3 points jusqu'à ne plus quoi savoir en foutre. Les choix ne sont pas bons. Et donc, du coup, tu te retrouves dans un match où Boston avait 50 fois la place de le prendre, ce Game 1. Quand tu mènes 2-20, 50 fois. Quand tu mènes 2-20 dans le milieu de troisième quart, c'est que tu as la place de gagner. Hein. Absolument. Pas à tortiller du cul, excusez-moi. Non seulement tu gagnes des pouces pour plus d'analyse. Tout à fait. Non seulement tu mènes 2-20, donc tu as la place, mais quand bien même il y avait égalité. Ils pouvaient encore gagner sans problème. Ça a été n'importe quoi le quatrième quart. Et t'en penses quoi de Tatum, qui donc ça rentre pas? Ok. On s'est foutu de la gueule des Rockets, de James Harden, machin et tout. Là, les conséquences sont pas les mêmes, évidemment. Hein. Mais, pardon? Bah, il a pris la sauce, mais attends, moi je vais lui mettre. Hein. Non, mais Tatum. D'où la première mi-temps, elle est magnifique. Fait un money time aussi catastrophique. Oui. Et catastrophique, pas parce qu'il était si bien défendu que ça. Non, il y avait des mecs chiants sur lui. Les ailiers des Knicks ont bien bossé. Mais oh! Les choix, mon gars. Il a drivé dans le quatrième quart, Tatum? Je sais même pas, franchement. Eh ben, je sais même pas s'il a drivé dans le quatrième. Il l'a fait une ou deux fois et... Et c'est marrant, ça m'a mis un panier, dis-nous. Et alors, ce qui m'a fait chier, en plus, je crois que c'est Jalen Brown qui met un des seuls drives du quatrième quart-temps avec Jrue Holiday. Je laisse les fans de Boston me dire, mais ce qui m'a encore plus énervé, c'est qu'en effet, comme tu le dis, les choix sont pas bons, il n'y a pas eu assez de drive. Et derrière, lorsque le match est terminé, il y a plein de choses qui ont été discutées. Il parle des arbitres. Mais il a le toupet de nous dire, dans une demi-finale, c'est un mec qui est champion en titre, dans une demi-finale où les Knicks se ramènent sur ton parquet et où il y a des gars qui ont joué plus physique que toi, que c'est compliqué et qu'il faudrait peut-être jouer sans les arbitres parce que c'est trop physique. Alors je sais, le premier tour, il a été physique face à Orlando. Mais tu sais comment ça s'appelle ? Ça s'appelle être champion en titre. Il y a des gens qui vont venir chercher les Celtics, preuve étant New York qui est venu le faire sur le Game 1, et je trouve que ce n'est pas la bonne attitude de la part de Tatum qui, il faut le dire, a été sublime en première mi-temps. Moi je le regardais là, je crois qu'il a touché quoi, 1 gramme d'arceau sur la première mi-temps. Oui, les 3 points faisaient des ficelles. Mais là quand ça même se des durcit, distances, il y en a un petit peu qui ont été forts. J'ai capté le mid-range, les jump shots quoi, mais les choix de première mi-temps sont bons. 0 sur 7 au tir dans le quatrième quart. Mais c'est ça. Dont un 0 sur 5 à 3 points. Moi limite c'est ça qui me fait le plus chier. Ce serait des vrais... Là, le problème, c'est qu'il y a des pull-ups, des trucs mal pris, où finalement New York fait un petit contest un peu lointain, et derrière sa brique, qui se concentre surtout sur le rebond, et ils ont bien raison. Il coûte cher. C'est le record absolu. Cher à son équipe. Tout à fait. C'est le record absolu de 3 points loupés dans un match de playoff, si je dis pas de bêtises, 45, ils sont à 15 sur 60 à 3 points. 60 des 97 tirs des Celtics ont été pris à 3 points. Alors, il y a eu tout type d'analyse, je veux bien ton avis, j'ai entendu notamment des Américains comme Ryan Withers dire bon, le pari, il est réussi par Boston parce que je ne crois pas qu'ils vont faire que des soirées à 15 sur 60 à 3 points. Ouais, enfin, t'as lâché une cartouche là, non, au Game 1 ? Pari réussi, il a dit ? Pareil, il a pas dit pari réussi, mais que... J'espère bien qu'il a pas dit ça. Parce que il fallait pas que les Knicks croient, il fallait pas que les Knicks croivent, même je crois qu'il a dit, que les Knicks croient que Boston allait réitérer ce genre de contre-performance au shoot. Peut-être pas, mais en fait, au-delà de la contre-performance au shoot, moi, limite la contre-performance au shoot, elle me dérange, bien au-delà du pourcentage, elle me dérange parce que dans un money time et une prolongation où tu es encore là, en fait, tu peux encore gagner, ça continue à arroser de loin. Ils ont donné le match, moi je trouve. Ouais, les Knicks sont allés le prendre, mais les Celtics sont laissés faire. Ouais. Et c'est une grosse erreur. Premier match à la maison, ils ont mis les Knicks en confiance.
Là où ils auraient pu leur mettre bien la tête dans le seau, ils menaient de 20 dans le troisième quart, ils pouvaient vraiment leur mettre la tête dans le seau, enfin dans le seau, on serait sorti du match en disant, bon, ils sont beaucoup plus forts quand même Boston. Hein. En fait, non. Parce que les Celtics, ils ont été nonchalants, maintenant ils sont menés 1-0, on verra. Ça se trouve, l'avenir, les Celtics vont faire un gentleman sweep, et puis on dira, ah oui, ils se sont chiés dessus au premier match. Ok, fine, très bien. Mais du coup, tu prends un risque. Un vrai gros risque. Surtout que maintenant, en plus, c'est à la maison que t'en as perdu un. Et tu vois bien que ces Knicks vont pas se laisser faire, et tu vois bien autre chose également. Ils ont des arguments pour une fois qu'ils sont, en gros, ils ont du mal à tenir le rythme de Boston sur 48 minutes. On s'en rend bien compte, puisqu'au bout de 3 quarts et demi, ils avaient moins 20. En revanche, à partir du moment, les Knicks peuvent se dire un truc, si on arrive à rester dans leur roue, être un peu devant, un peu derrière, et qu'on arrive dans le money time, putain, on peut gagner à chaque fois. On peut. Parce qu'on va être rigoureux, parce qu'on va pas forcément prendre des 3, et parce qu'on a Jalen Brunson qui va mettre des gros tirs. On a le clutch player of the year, il est trop fort, vous allez rien faire. Et Kat, on a envoyé des belles aussi. Ouais, exactement. Et Anunoby Bridges peuvent faire des plays défensifs en premier rideau bien sérieux. Donc, en gros, tu leur as donné un peu, c'est un peu, voilà, t'as donné à Boston a donné un peu aux Knicks, là, la marche à suivre, quoi. Ouais, je trouve... Franchement, je suis déçu. Ouais, et à la limite, en effet, les shoots, ça peut rentrer, ça peut ne pas rentrer. Je suis d'accord avec Windhorst, oui, on va j'espère voir, bien pour les Celtics, ils vont pas shooter à 25%. Sinon, ça va être la série la plus dégueulasse possible pour eux. Sûr, hein. Moi, ce que j'ai trouvé étonnant, et je m'y attendais pas, surtout après la série contre Orlando, c'est que l'équipe la plus dure, la plus tough, ça allait être New York, à Boston. Je pensais vraiment que Boston allait imposer, au-delà de sa domination sur différents aspects du jeu, allait vraiment montrer qu'ils sont prêts pour le combat et qu'on n'est pas là pour déconner. Je les ai trouvés un peu soft sur le Game 1. Ouais, bon, ils ont encore plusieurs matchs pour le faire. Ouais, mais ils ont été soft sur le Game 1. Tu as raison, la défaite est due à ça, tout à fait. Pas que à ça, mais en partie à ça, ouais. Donc voilà, match 2 qui arrive, là. Obligation de gagner, oui, bien sûr. Évidemment. Du coup, il va y avoir une ambiance au MSG. Là, ça y est, il y a les vidéos, t'as vu, qui sont sorties, les fans des Knicks, là, en mode... Ceux qui l'ont pas vu, on l'a envoyé sur tous les réseaux. Le premier mec sur la vidéo, il fait... Il y a une victoire, on se calme, il en reste 3. Plan séquence suivant. Ouais. Au grand final, il y aura 4-0. Ils sont géniaux. Mais derniers éléments, si t'en avais, moi j'en avais un dernier à placer. J'étais assez... ronchon de ce qui se passait concernant Miles McBride sur la série contre Détroit. Il fait un super game 1, il a rentré des gros shoots qu'il fallait. Ouais. Et c'est ce genre d'aide dont il y a besoin, parce que quand Mikal ça rentre pas, tu sais, le banc d'Enix, parfois on s'est dit putain, il y a un miracle de Cam Payton. Avec Miles McBride qui peut apporter ça, et Mitchell Robinson qui apporte un peu de défense, rebond, longueur, c'est bien. Ça fait un bout de banc. Ça fait un bout de banc. C'est une des clés, s'ils arrivent à tenir là-dessus, parce que du coup, t'as 14 points du banc d'Enix contre une vingtaine à peu près des Celtics. Il faut éviter que l'écart soit trop gros, parce que les 5 majeurs peuvent se répondre. Mais attention, hein. Game 2, ce soir, là. Faut obligatoirement gagner, et après, les matchs au MSG vont être immanquables. Moi, j'ai hâte de voir. On va provoquer le champion en titre. Allez, on y va. Montrez-nous, vous êtes capable de faire un Celtics basketball. Là, comme tu l'as dit, là, il y a eu 1-0, on repart, il y a 3-1. On va se retrouver avec un Knicks Pacers en finale de conf. Commenté par Reggie Miller, crois-moi que je suis bien chaud. Hein. Ouais, c'est juste qu'il y a des braquettes qui vont brûler. C'est pas Yades, il va plus en rester beaucoup. D'autres éléments sur ce Game 1 ? Non, on est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme Game 1 intéressant ? Tu préfères parler d'abord du Thunder Nuggets ou du Wolves On va faire chronologie, on va faire Thunder Nuggets. Quel match ? Putain, on sortait, de toute façon on peut sortir ça après pas mal de trucs. Hein. On sortait de Cleveland, Indiana, on sortait de Boston, New York, on va à la Chesapeake avec, tu l'as bien dit, le Thunder qui est rejoué pour la première fois depuis 6 mois et demi. Ça c'est un peu vu, en vacances. On en avait parlé dans la preview. Sans déconner. Ça, voilà, bon après attention, il y a plein de choses à dire. Hein. C'est pas qu'une histoire de rythme ou quoi, on est tous d'accord. Qu'est-ce qui a attiré ton attention sur ce match ? Le truc qui se dégage de cette équipe des Nuggets, quoi. Il y a un truc qui se dégage de cette équipe des Nuggets. Elle sait comment gagner les titres. Hein. C'est un truc qui est entre les miracles et l'expérience et le goût aussi du combat et de ne jamais rien lâcher et d'y croire. Ça fait quand même 3 matchs que les Nuggets gagnent en traînard absolu ou sur un buzzer, parce que le match 4 contre les Clippers, ils sont pas en traînard, hein, ils se font remonter et après ils le gagnent au buzzer, mais en gros
entre le match 1 contre les Clippers, le match 4 contre les Clippers et là ce match 1, ça fait 3 matchs où si les Nuggets avaient perdu, tout le monde aurait dit bon, bah voilà, ils ont perdu, ça a joué serré, et puis ils ont perdu, tu vois. Ils les ont gagnés à chaque fois. Les Nuggets, quand il s'agit d'aller arracher une victoire, là, depuis le début de ces playoffs, ils le font. Ouais, et tout à fait. Et c'est la marque d'une grosse équipe. Exactement, c'est l'un des premiers trucs qui me saute aux yeux, parce que après, quand tu regardes le contenu du match en lui-même, c'est un match serré, entre deux équipes très fortes, avec une fin de match extrêmement mal gérée par le Thunder, désolé. Hein, oui, on prend pas, bien sûr. C'est mal géré, c'est tout, voilà. Ils devaient le prendre, hein, le Thunder. Alors, le Thunder devait le prendre, mais les Nuggets ont fait ce qu'il fallait pour le prendre. Tu vois, genre, mais l'équipe qui est en pole position quand arrive le Money Time, qui a un peu la sensation d'avoir les mains sur le volant, c'est pas les Nuggets, hein, c'est le Thunder. C'est un hold-up. Bien sûr que c'est un hold-up. Le Game 1, hold-up. la définition, le terme, c'est un hold-up. Mais les grandes équipes savent appuyer là où ça fait mal quand il faut. Et lorsque tu es face à une équipe qui est soit en perte de rythme, soit avec un peu moins d'expérience, et que tu as des marges sur lesquelles appuyer, tu le fais. Et je trouve que Denver, en effet, a appuyé pile là où il fallait. Combien de secondes chances ils ont créé de rebonds offensifs. Putain, mais le jeu physique de Denver pour aller chercher combien il y a plus de 20 rebonds offensifs, je crois, Denver sur le Game 1. T'inquiète, je vais te dire ça dans très peu de temps. 21 rebonds offensifs. Jeez. Il y a 21 rebonds offensifs. Ouais, c'est possible. 21 rebonds offensifs, ils ont un nombre de secondes chances qui ont été créées justement par ce fight-là. Il y a 5 rebonds offensifs sur Jokic, 7 pour Gordon et 4 pour Christian Brown. Brown, mais bien sûr. Donc Brown qui est en double-double, hein, comme Jokic et comme Gordon, j'ai à 3 double-double points rebond. Ouais. Alors évidemment, il y a Jokic en 42-22. Il y a un double-double qui est un petit peu plus épais que l'autre. 42-22. 42-22-6. Comment ils vont Hartenstein et Holmgren? Alors, ils vont bien. Ils en pensent quoi de Jokic? Ils vont bien. Et pour autant, tu vois... Holmgren, je suis pas sûr. Holmgren, dur le match pour lui. Alors, fin de match dur. Il fait un bon match. Hein. Il fait un bon mais match. Le problème, c'est qu'il rate les deux lancers qu'il faut absolument pas rater. C'est les deux lancers qu'il faut pas rater. Mais son match et son approche... le contenu est là. En fait, moi, ce qui me fascine, c'est que je trouve... Tu vas me dire ce que tu en penses, mais je trouve, en ayant vu et revu le match, que l'approche du Thunder est la bonne. La façon dont ils abordent le problème Jokic, pour moi, est le bon. Jokic qui prend 29 tirs et qui met 42 points... On en a parlé, ce n'est pas généralement comme ça que les Nuggets gagnent. C'est lorsqu'il y a une bonne répartition du scoring. De faire en sorte que Jokic doive suer, qu'il perde plein de ballons, il y a 7 ballons perdus pour Jokic, hein, que tu aies autant de points qui soient isolés sur un joueur, je trouve que la façon dont ils ont voulu le faire chier, orienter, il y a des mecs tout le temps qui venaient foutre leurs mains, les Caruso, les Cason Wallace et tout, je trouve que l'approche du Thunder était la bonne. Alors ça finit par un 42-22, mais tu vois, il a quand même dû... Il a sué le pépère pour nous envoyer ça. Et ils sont pas loin de l'emporter ce match. Je trouve vraiment que le Thunder, sur la série, peut partir là-dessus. Parce que Jamal Murray est assez bien géré. Les autres gars sont plutôt bien gérés. Mais Jokic, tu vas faire quoi ? Ils ont pas le... Enfin, je veux dire, ils peuvent mettre en effet Holmgren et Hartenstein. Mais moi, je t'en ai parlé dans la preview. À la base, on pensait quand même qu'ils allaient pouvoir gêner Jokic. Alors, gêner, mais moi, je t'en parlais notamment... Plus que ça, quand même. Moi, j'étais un peu déçu, perso, hein, je te le dis. Moi, j'étais un peu déçu. Jokic, c'est extraordinaire, vous savez ce que je pense de Jokic. Mais moi, j'étais un peu déçu. Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, quand il est chaud comme ça, il va falloir peut-être réfléchir à défendre différemment dessus pour qu'il score un peu moins. Ah, il est trop chaud là. Tu peux pas le laisser aussi chaud là. C'est quoi, ils vont prendre une série de Jokic en 35-18 ? Eh ben, je pense... moi, je pense que c'est pas bon pour eux. Là, si c'est le cas, il y a 120-120. Ah, mais bien pour sûr. La meilleure défense de la ligue, incroyable défense. Ok, les Nuggets s'attaquent trop bien, hein, mais on est sur un 120-120 avec un Murray. Comment je qualifierais son match, je sais pas, mais voilà. Sûr. Porter Junior, dégueu. Ouais. Bon, il est blessé et tout, mais dégueu. Donc, ok, mais donc ça veut dire qu'en gros, c'est quoi l'histoire ? Donc, c'est quoi, ils peuvent en mettre 135 au prochain match, les Nuggets alors ? Je suis d'accord. C'est pour ça que je posais la question. Quand on a fait la preview, moi je te disais à la fin de la preview que je pense que autant les Clippers et Ivica Zubac avaient pu vraiment mettre un bon plan de jeu sur Jokic, autant là il fallait se préparer à une série de monstres de Jokic parce que tout Holmgren et Hartenstein qu'ils ont, ce n'est pas la même confrontation défensive. Je pense qu'il va faire une série incroyable. Mais à un Money Time foiré, des lancers francs, parce qu'on va parler du Thunder, hein, des trucs gâchés par le Thunder. Non, mais évidemment.
Et ben je trouve Ils que étaient en place. l'approche est Je suis bonne, d'accord. ils dominent 90% du match. Tout à fait. Après, la question que je me pose, c'est quand même, il y a aussi Denver qui a réussi à rester dans le match. Mais oui. Ils ont dû gérer à Money Time le Thunder. Mhm. Alors que je pense, après c'est peut-être pas possible, Jokic était sûrement trop chaud, mais que quand même, le bonhomme principal qui maintient les Nuggets dans le match, c'est Jokic. Tout à fait. En scorant, en prenant plein de rebonds, il distribue de la passe d'ess, enfin bref, voilà. Après, comme on l'a dit, il y a l'énergie de types comme Brown, Gordon, qui viennent vraiment se donner à fond, notamment sur les rebonds, Putain, mais aussi. rebond offensif. Ils scorent aussi, les mecs, hein. Ils Ah, mettent bien leurs sûr. points, hein. Ils mettent les points Sur et les tout. secondes chances aussi. Tu vois, voilà. Donc, il y a ça, mais le Thunder va devoir se poser la question de la défense de Jokic, parce que si tu fais des matchs pareils, mais qu'en fait les Nuggets sont toujours dans ta roue, parce que l'autre il est en 40-20, ça fait chier, quoi. Ils ont peut-être moyen de travailler différemment, de trap plus franchement, pour vraiment qu'il lâche la balle plus vite. Mais je suis d'accord avec ce que tu disais, je suis d'accord, au final, il y a un angle sur lequel ils peuvent un peu s'en prendre qu'à eux-mêmes, c'est que Holmgren, non seulement, bon, il était un peu en galère avec son tir à 3 points notamment, mais en plus, bon là, il rate vraiment des lancers qu'il fallait pas rater. Et il est pas seul. Putain, on Il est focalise pas le sur seul, mais lui. les deux siens, ils font mal, hein, les Ouais, deux. Hein. on focalise sur Les lui, deux, mais il y ça a fait un mal, hein. paquet de mecs qui n'ont pas mis leur lancer. Hein. Et il laisse lui lancer sur la ligne, hein, les mecs. Hein. 71% Ouais, sur un c'est match trop. chaud. C'est trop. Tu peux Face pas à une te équipe de permettre. vétérans dont tu parles bien, où il ne faut pas laisser ce genre de match. Non, faut pas les laisser. Et puis, il y a quelques actions qui sont globalement mal gérées dans le Money Time par le Thunder. Complètement, parlons-en, s'il te plaît. C'est vrai ou pas? Ils m'ont saoulé dans leur approche. Et bravo encore une fois les Nuggets. Ils ont été chercher ce match comme des briscards vétérans qui vont aller prendre le hold-up. Briscard de ouf. Mais tu loupes une attaque. Les Nuggets sont dans la pénalité. Tu fais une faute à 20 mètres de ton panier, t'es pas concentré. Non. Tu Il y a as eu eu- 2 lancers avec le chrono qui s'arrête, quoi. Mais Exactement, apparemment, c'était merci. une stratégie de je sais pas quoi. C'est quoi, c'est... Enfin, Ah ouais non. Moi j'ai pas vu ça. Non, mais apparemment, enfin, peut-être pas cette faute-là, mais en gros, quand t'es mené de 3... Ah, sur la menée de 3, oui. Celle-là, elle est dure. Parce que Daigneault demande à faire faute, justement, et ça permet à Denver de revenir à 1 point. Et c'est là que Holmgren loupe ses 2 lancers. Moi, je ne... Après, voilà, C'est Marc facile, on Daigneault, a il a canapé, été coach de l'année, Ouais. je suis posé dans mon pouf et tout, peinard. J'aime pas cette tactique, voilà. J'aime pas cette Je stratégie. suis d'accord. Complètement. Mais c'est pas la même action que tout à l'heure. Non, mais tout à fait. j'aime pas cette stratégie dans le sens où je vois bien le délire. T'empêches l'équipe d'avoir une occasion de shooter à 3 points. Ok, j'ai compris. Sauf que derrière, tu mets une pression immense. Et là, en l'occurrence, ça s'est vu. Sur tes joueurs. Et donc, je pense qu'ils ont les moyens, le Thunder, de peut-être proposer autre chose, d'avoir une stratégie avec une presse plus haute et d'obliger... bon, après, on va me dire, oui, regarde ce qu'ils ont fait. Aaron Gordon, il a fait tomber dedans. C'est vrai, mais... il y avait peut-être autre chose à faire. Après, c'est leur stratégie, je respecte. Mais le truc, c'est que du coup, là, elle leur coûte cher. Parce qu'entre les erreurs de Money Time, plus l'erreur ultime, donc de Holmgren, qui rate 2 lancers, et derrière, bah c'est pareil, ils sont que 2 en repli. Donc, Et un excellent kick-out de Westbrook qui pourrait partir tête Westbrook baissée, qui qui fixe la kick-out, confirme son début de playoff de malade mental. puis attends, puis en allant Aaron Gordon, fixer genre pour donner l'autre, pour Aaron Gordon. Aaron Gordon, il réceptionne le ballon, il se pose pas de questions. Il a la confiance de Ray Allen, l'autre. Il a la confiance de Ray Allen. Mais Mais t'as bien laissé- sûr que je vais le mettre. Mais quoi, les gars, je suis tout seul. Bien je suis sûr. open. Mais Je suis Aaron Gordon, quoi. Non, franchement, c'est un truc de ouf. pour rebondir évidemment sur la punchline que tu as sortie en début d'émission, qui est que certes il y aura un jour une statue de Nikola Jokic devant la Ball Arena, mais il faudra penser peut-être à faire une statuette pour Aaron Gordon parce que le mec il est en train de s'inscrire Dans la ligne lignée des meilleurs lieutenant. On a tous les c'est gars magnifique. d'Elver qui disent que c'est l'âme absolue Magnifique, de c'est cette franchise. Puis là, il a progressé. Hein. Là, il rentre les tirs. Il rentre les tirs, il défend comme un il défend boule. bien. Il nous a envoyé un poster sur Chet Holmgren, genre allez les gars on y Ouais, c'est va, un on remet. athlète. C'est un athlète, je confirme. Denver impeccable, moi je suis juste obligé, j'ai été gentil avec le Thunder toute la saison, je pense que c'est l'équipe qui a gagné le titre. Là, des fautes à 20 mètres du panier, c'est n'importe quoi. L'approche de certains, même s'il y a eu un bon début de 4ème quart ou de fin de 3ème quart de Jalen Williams, son match il est nul. Nul. Dans les choix ça a été nul. C'est pas une histoire juste de réussite au tir. Là les choix étaient pas bons. Il y a des gars qui étaient plus petits en défense sur lui, il les drivait pas, il tentait des shoots dégueulasses. C'était pas bon. J'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé les lancers loupés parce que ça montrait une forme de fragilité et tu te fais exploser au rebond. Au-delà des rebonds offensifs, il y a 63 à 43 au rebond. Il y a plus 20 rebonds pour Denver. Vous pensez quoi? Que vous allez remporter la série en vous en tabassez comme ça sous les cercles? T'as recruté Hartenstein, t'as Holmgren qui est là, t'as d'autres gars qui doivent aider.
Tu ne peux pas te permettre de laisser ce genre de marge. Parce que si tu le faisais contre une équipe de petits lapins, là, ça va. Mais tu l'as bien dit, ce sont les Denver Nuggets. C'est une équipe qui a l'expérience pour se dire. T'as vu, les mecs qui font des fautes à 25 mètres du panier. Tu vois ce qui est bien dans les Nuggets, par exemple, Jamal Murray. Bon, son match est pas dinguissime. Franchement. Ah, ils ont compris comment le couvrir. Ils ont compris comment le faire chier. Et honnêtement, on en avait parlé en preview. C'est clair que pour Jamal Murray, c'est relou l'autre. Hein. Il se prend Shai, il se prend Lou Dort. Il y a Caruso qui met ses mimines. Caruso, quand il sort de l'aile, il se tape des Jalen Williams, des mecs. Enfin, c'est relou pour lui. Donc, c'est compliqué, il a moins de shoot ouvert et tout. Il va chercher des lancers, le mec. Ah. Il est allé chercher des lancers, Jamal Murray. Du coup, il contribue quand même à sa vingtaine de points. Parce qu'il en a eu 7 ou 8 des lancers. Denver a eu plus de lancers qu'OKC. Dont certains à 20 mètres du panier. Je suis désolé, mais c'est d'une connerie, ça. Presque tout terrain de Caruso. Il a fait un match énorme, Caruso. Mais presque tout terrain, là, avec une faute qui est sifflée par les arbitres, alors que le mec a même pas dépassé la ligne médiane et t'es dans la pénalité. Dis-le si tu veux leur filer des chances de gagner. Donc, ceci étant dit, j'ai vu et j'étais d'accord, j'ai repris un tweet du Thunder France, là, parce qu'il disait oui, il faut pas enterrer. Il y avait beaucoup de gens, des fans du Thunder ou des gens qui limite, tu sais, ils tombent trop sur le Thunder, ça va les enterrer, bientôt limite les Nuggets vont les sweeper, tu sais. Oui. Restons tranquilles, ce n'est qu'un match 1 pour le coup. Celui-là pour moi fait partie de la catégorie de ce n'est qu'un match 1. Un peu comme le Celtics Knicks. Oui. Dans le sens où, oui, l'équipe pas favorite à l'extérieur a repris l'avantage du terrain, mais l'équipe qui s'est fait fumer chez elle, que ce soit les Celtics ou les Thunder, a largement les moyens de gagner le match 2, va falloir, hein, et après derrière d'aller gagner à l'extérieur, ajuster des choses, que ce soit la défense, que ce soit l'agressivité, que ce soit des stratégies de fin de match, j'en sais rien, qualité de shoot, tu vois, il peut se passer beaucoup de choses. Et 97 fois sur 100, ce game 1 il le remporte. Hein. C'est exactement, juste que les 3 fois, donc il y a juste le somme, défaite moche, défaite frustrante pour le Thunder, mais pas plus de panique que ça à avoir. On va enfin savoir de quel bois est faite cette équipe. Merci, c'est exactement la déclaration sur laquelle j'allais rebondir. Merci, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui dit, il a raison, en conférence de presse, we'll see what we are made of. On va voir de quoi cette équipe est faite. Et on en parle du match de Shai, toi ? Tu en pensais quoi ? Je sais pas. T'as quelque chose à en dire ou rien ? C'était bien, c'était pas bien ? Si, c'est bien de la part de Shai, parce que moi je trouve que lorsqu'il a fallu mettre ses mid-range, il les a mis. Lorsqu'il n'a pas eu non plus à dépendre trop de la ligne des lancers, il en tente 9. Faut mettre les 9, c'est bien quand même. Tout à fait, il faut mettre les 9. Donc les deux qui. On en vient encore à ça, c'est-à-dire qu'il faut être parfait face à ce genre d'équipe de briscard, donc il va falloir être encore meilleur. Moi, j'ai pas grand-chose à dire du match de Shai. Moi, je trouve qu'il a été bon. Ouais, je trouve qu'il est bon. Je trouve qu'il est exactement dans ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de moment quand je me suis refait le match, même après a posteriori, où je me suis dit genre, flûte. Il a bien alterné, je trouve, entre shoot à 3, je crois qu'il y a même un 3 avec la faute sur Jamal Murray. Mais il n'a pas abusé du shoot à 3 points, ce qui parfois était un sujet avec les fans du Tatar avec lesquels on discutait. Moi, je l'ai trouvé nickel. Hein. C'est pas lui. Je t'ai dit, c'est des trucs où je pourrais les pointer là du doigt maintenant et dire attention, Jalen Williams, super entrée avec un shoot à 3 points. Jokic à la balle, tu as quoi ? Environ 1000 ans d'expérience de moins que Jokic. Et des centimètres et des kilos aussi. Hein. Si tu presses. Surtout des centimètres. Tout à fait. Si tu presses trop près d'un génie pareil et que vous êtes dans le bonus, il a juste à bouger les coudes, il y a 2 lancers. Oui. Et il y a eu des lancers pour Jokic. Faites gaffe aux marges. Caruso, tu fais un match incroyable, s'il te plaît. Hartenstein en contre-attaque, fais attention, s'il te plaît. Il y a des gars comme ça où je trouve. Bon, Jalen Williams en premier, et après les autres. Et puis, Marc Desneux, en effet, chacun sa stratégie. Tu peux nous regarder dans les yeux et nous dire moi, à plus 3, je fais faute, mais je suis plutôt d'accord avec Alex. Plus 3, vu ta défense, il fallait peut-être défendre et pas laisser les lancer aux Nuggets. Parce que, au pire, il y a un 3 qui tombe. Il y a égal. Ça fait chier, mais il y a égal. T'as la balle. Il y a égal, ouais. Donc, c'est pas la situation peut-être rêvée, mais t'as la balle. Alors que là, quand tu fais faute, après, tu peux te dire aussi que les mecs des Nuggets vont rater. Là, ça n'a pas été le cas, hein, mais ils peuvent rater aussi, les mecs des Nuggets. En revanche, tu sais que Denver va faire faute derrière et que tes gars vont devoir aller sur la ligne. Ouais. Il avait les chocottes, Holmgren. C'était long, les lancers. Oui, mais en plus, ils sont malins, Denver. Hein. Ils ont fait faute sur Holmgren. Mais c'est manque de compte. Enfin. Non, mais c'est dur. On le sait que c'est dur ces lancers-là dans les fins de match. Il y a des grands joueurs qui en ont raté. Donc on sait que c'est dur. Donc c'est en ça que je veux dire que la stratégie de Daigneault, je suis pas sûr de valider. Sur l'ensemble du game 1, puisqu'on les a bien tartinés là, si je me permettais, je dirais au Thunder, aux joueurs du Thunder, l'approche est bonne, le plan tactique est bon. Il y a des marges sur lesquelles travailler, et si on le fait,
on va remporter les prochains matchs et on va reprendre l'avantage du terrain. L'approche du Thunder, je trouvais bonne, preuve étant, c'est un hold-up. Oui, c'est un hold-up, ça. Mais attention, parce que Denver, là, ils sont pas leur premier hold-up des playoffs. Et dès que c'est serré, dès que c'est sur le fil, ça a l'air de pencher dans leur balance tout le temps. C'est ça, c'est des balles dans le chargeur, t'es là genre, après il va y avoir le Jamal Murray game, après il va y avoir le match où pour Shai ça rentre pas, et après tu vas la Jokic Masterclass, ça fait 4 victoires, 4 victoires c'est finale de conf. Voilà, et puis s'il y a un autre Money Time, qu'est-ce qui va se passer? C'est Christian Brown qui va prendre feu, enfin attention. Attention. Ouais, c'est... Attention. Mais énorme match, franchement c'est le niveau de cette demi-finale là, c'est... Pareil, j'en veux 7. Ah ouais. Non mais attends, le Celtics, moi j'en veux bien plus aussi. Ouais, tout à fait. Pour l'instant, franchement, on va se régaler. On se régale, c'est cool. Ouais. Alors il y a une troisième demi-finale qui a commencé la nuit dernière, au moment où on fait cette vidéo, entre les Wolves qui recevaient les Warriors, entre les Wolves et les Warriors. Le match s'est fini sous les 100 points pour les deux équipes. Voilà. Déjà ça, c'est pas si facile à annoncer, perso. C'est fini par une victoire des Warriors 99-88, donc les Wolves n'ont mis que 88 points, on va en venir en détail là-dessus. Avec un Steph Curry qui se blesse, que Steve Kerr nous dit il y a de fortes chances qu'il soit pas là au game 2. Tout à fait. Donc quand même. En plus c'est le hamstring, c'est ça? La cuisse. Ouais, la cuisse de Zizou. Attention à ce que ça soit pas le genre de blessure, parce que moi j'ai commencé à lire, j'ai vu des mecs qui disaient c'est 8-10 jours. 8-10 jours, c'est une série ça. 8-10 jours, c'est une série de playoffs, ça, les gars. Et pour un mec qui sprint tout le temps et qui a la cardio de Steph, on parle pas de l'épaule. Puis attends. Autant. Le pouce, c'était quelque chose, mais alors la cuisse. Et Brunson, il joue certainement sur une cheville un peu douloureuse. Et Jason Tatum, il a mal au poignet et tout. La cuisse qui tire. Demandez à Chris Paul. Tout à fait. Ah, mais demandez à plein de gars, LeBron, Chris Paul, bien sûr, on l'a tous. Tu sais comment c'est, Chris Paul. Je sais comment c'est, Chris Paul. Bref, non, c'est chiant. Attends, c'est un tournant. Et malgré ça, les Warriors ont pris presque. Attention, il a joué combien de temps dans le 13 minutes. Voilà. Il sort en première mi-temps, il ne revient pas, mais we got your back. On va gérer à ta place, mon frérot, notamment basé sur plusieurs principes. Moi, je tire mon chapeau. Game 1 remporté par les Warriors, notamment parce que dans l'approche, dans le plan tactique, je trouve que les Warriors ont été bien plus préparés et bien meilleurs que nos amis les Wolves, qui eux avaient eu un peu plus de temps. Ça passe par quoi? Notamment par le fait que moi, j'étais pas choqué, mais j'étais surpris. On avait parlé ensemble du fait qu'il allait peut-être avoir des changements de line-up. Le 5 majeur, Steve Kerr, il a fait, vous savez quoi? Ils sont plus grands en face. Alors moi, quand je m'en carre le cul. Regarde bien comment Jimmy Butler c'est un poste 4 et comment Buddy Hield c'est un poste 3. Regarde comment Butler va défendre sur Rudy Gobert en face, comment Draymond va juste patrouiller autour de Randle, et regarde comment Podziemski et Buddy Hield vont rester dans le 5 majeur. Alors celle-là, moi je m'incline parce que je m'y attendais pas. Moi je m'y attendais pas, je savais pas trop. On se pose la question. Dans la preview on était un peu... Ouais, on savait pas trop, on se demandait et tout. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, le mec qui a le plus de minutes en sortie de banc, c'est pas non plus à l'intérieur, toujours pas. C'est Gary Payton 2. Ça, je l'attendais encore moins. Et alors, ce à quoi je m'attendais encore moins, c'est que je pensais quand même que les Wolves allaient pouvoir nous exploiter ça un peu mieux. Non? Moi, c'est surtout ça. Moi, je pensais quand même que les Wolves, là, ils allaient pouvoir nous exploiter ça mieux. C'est la preview de la série des Lakers. Vont-ils faire du dumb basketball? On l'a eu. C'est leur premier match vraiment caca prout, parce que le match perdu à Los Angeles, bon, il était pas bon, mais... Là, vraiment, c'était du stupide basketball, parfois, des Wolves. Et honnêtement, bravo aux Warriors. Ils ont grave bien géré un très bon Butler, du bon Buddy Hield. Même Podziemski, j'ai bien kiffé. Énorme Draymond. Draymond, super en défense et tout, mais on l'a vu dans la série d'avant contre les Rockets et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que devant le match, en replay, là, j'ai pas été, comment dire... Je dis voilà, bravo, bien joué les Warriors, putain, ils sont bons, ils sont efficaces, ils sont malins, ils se placent bien, tactiquement c'est léché, mais j'ai pas été waouh, incroyable, tu vois, genre. Non. Je sais pas, devant le Money Time des Knicks, j'étais là genre what the fuck, putain, les Knicks, c'est incroyable. Ou devant ce que fait Denver, j'étais là genre putain, mais c'est des ouf. Ou à Liberton dans le Money Time, on va en reparler, tu vois. Là, j'ai pas eu cette sensation-là, j'ai juste eu la sensation, waouh, les Warriors, c'est propre et tout machin. J'ai surtout eu des gros soupirs et on souffle fort devant la gestion, mais du début à la fin du match. Du début à la fin. Il n'y a eu aucun moment où on s'est dit genre waouh. En fait, on a vu beaucoup de matchs des Wolves sur la fin de régulière et sur les débuts. C'est leur pire match depuis combien de temps? Depuis mi-février. Il tombe au bon moment. Alors, Warriors, bravo Steve Kerr. Parfois alterné entre de l'indiv et des formes de zone
il a testé sur le match. Forcément, les mecs arrosent et rentrent rien. T'as envie de faire de la zone. Laisse-les tirer, on va se marrer. C'est clair. Non, mais attends, ça, faut reconnaître à Steve Kerr, parce qu'on le critique des fois. Non, mais le mec, il voit que ça rentre pas en face, tout de suite, il dit, oh les gars, on va faire une petite zone. Moi, j'ai adoré. On va faire une petite zone, là. Provoquer un petit peu dans leur registre où ils savent pas tirer à 3 points en ce moment, donc c'est super. Donc, record absolu de nullité sur 2 matchs en playoff. 5 sur 29 sur ce match. Ils étaient à combien, là? 7 sur 70, là, aux Lakers, pour finir le match. D'où la réaction d'Anthony Edwards en post-game quand on lui a demandé ce qu'il pensait du pire pourcentage sur 2 matchs dans l'histoire des playoffs. Bravo aussi à leur nom et leur slogan aussi, parce que c'est un match de Warriors avec de la force dans le collectif, strength in number. Ils n'ont pas eu Steph, ils s'en ont sortis ensemble. Lorsqu'il a fallu demander à Buddy Hield de prolonger son Game 7 et d'être en gâchette libre à 3 points, et offensivement, il l'a fait. Jimmy Butler nous fait un match de trompa de retour dans son ancienne franchise. Draymond, la première mi-temps de Draymond Green, on en parlait dans la preview, on se demandait quel allait être le type de Draymond Green. On a eu un Draymond Green All-NBA All-Star. Oui. Sur la première mi-temps là, du match. Dans la continuité de sa fin de série contre les Rockets, où il énerve tout le monde, mais il n'y a rien à dire, le mec c'est un putain de défenseur. Il a été énorme. Donc Golden State, bravo. Maintenant on va éviscérer les Wolves qui nous ont donc fait un match de merde. T'as envie de commencer par quoi? Par l'adresse? J'ai envie de commencer par ressortir des gens un peu du lot où c'est pas que je veux les exempter de reproches, c'est que j'en ai quand même beaucoup moins à leur faire. Par exemple, Naz Reid. Naz Reid, il a fait le genre d'entrée que je m'attendais à ce qu'il fasse. Je l'ai trouvé pas assez agressif, mais au moins il a mis des tirs, lui. Au moins il a mis des tirs. Il est allé à l'arceau. Il est allé un peu à l'arceau, mais il a pas eu les lancers. Il aurait pu être même encore plus agressif. Mais il est allé se provoquer des points et tout. J'ai pas envie de mettre Naz Reid dans le même panier que tous les autres. Non. Tu vois. Ensuite, Anthony Edwards, je veux pas du tout l'exempter, hein, c'est pas ce que je dis, mais lui aussi, pareil, il a été chercher un peu plus des points, mais il va falloir qu'il se remette sérieusement en question, parce que s'il aborde tous les matchs comme ça, il vient bien se battre au rebond et tout, par contre il n'y a pas assez de lancers, il n'y a pas assez d'agressivité, il y a trop de... Les finitions à l'arceau, normalement c'est des trucs qui finissaient tout le temps, là en première mi-temps j'avais l'impression que c'était... s'appliquer. Ah, là c'était chaud. C'était bourré ou quoi? Il a fait la teuf après la victoire des Lakers. Ceci étant dit, la globalité du match des Wolves est dégueulasse. Ouais, trop 2 facteurs principaux à ça, pour moi. Hein. Le premier, effectivement, voilà, hein, c'est une équipe, là, elle n'a pas du tout rentré ses tirs. Jaden McDaniels, il est un peu redescendu sur terre, et tout. Et surtout, les Warriors ont extrêmement bien exploité le duo Conley-Gobert. Voilà. Le duo Conley-Gobert, si t'es Finch... T'es en droit, au bout d'un match, hein, t'es en droit de te dire putain, ok, donc peut-être que quand même je vais devoir revoir un peu mes rotations. Parce que, est-ce que c'est Dante DiVincenzo qui doit avoir plus de minutes que Conley ou pas? Sur le match, c'est une question. Sur le match, c'est ce qui s'est passé. Oui, mais donc est-ce que ça va être comme ça tout le temps? Parce que Conley, un peu en galère en défense, en plus il rentre pas un tir. Là. Et Gobert, comme prévu, se fait isoler, se retrouve un peu sur des îles désertes. Le choix est un peu différent parce qu'on a vu aussi qu'il était capable de pondre des matchs dominants à avoir, mais il y a une vraie question à se poser. Ouais. Donc c'est les 2 gros angles. Pourquoi insister autant sur 3 points alors que tu peux vraiment faire autre chose avec les joueurs que tu as? Moi c'est les choix, ouais putain. Ça c'est clair. Et le deuxième choix, c'est que dans ton 5 majeur, il y a peut-être 2 joueurs qui sont pas hyper jouables. Oui, je suis d'accord. Quand même. Tout à fait. 2 c'est beaucoup. Tout à fait. Là où ça me va, c'est que les temps de jeu auxquels on s'attend ont été supérieurs pour Naz Reid et pour Dante DiVincenzo. Il a ajusté Finch. Hein. Donc, moi je respecte ça. Donc, mais limite, il peut encore aller plus loin. Même. Tout à fait. Donc peut-être qu'à la limite, tu gardes les mêmes 5 majeurs et qu'assez tôt, tu fais rentrer les garçons. Les choix... Bon, déjà, si vous voulez un best-of des pires contre-attaques à réaliser dans l'histoire de la NBA, vous regardez le Game 1 des Wolves. J'ai vu les 3 contre 1 avec les pires choix de la Terre. Des 3 contre 1 où la balle, elle est perdue. Parce qu'il y a un gars qui galope pas à côté. Il a fait des super playoffs, des super débuts. Les choix qui ont été pris à certains moments par Julius Randle, j'avais envie de m'ouvrir la gueule en 2. Tu es sur le short roll, parce qu'il y a 2 personnes qui montent sur Anthony Edwards. Julius Randle récupère la balle. Il y a un seul mec qui est entre lui et l'arceau, son nom c'est Podziemski. Non mais... Bon après il défend bien. Attends, c'est un bon défenseur. Non mais stop. Non, arrête. Je suis d'accord, Pods, il est incroyable pour prendre des passages en force. Julius Randle sur le short roll, t'as la balle, et tu boudines ton ballon pour que tu la donnes à Dante DiVincenzo, mais il y a un gars qui a fait le boulot des Warriors pour retourner sur lui, c'est un shoot manqué, c'est une balle perdue, c'est le pire choix possible. Personne, Julius, va aller te chercher là-haut. On a retrouvé des choix comme ça de Julius Randle, d'Anthony Edwards, où si vous passez l'épaule, les frères,
bravo les Warriors sur ce match, mais vous allez avoir les lancers. Donc, d'ailleurs, Randle, c'est pas ce qu'il a fait de moins bien. Il est allé en chercher pas mal des lancers. Il est allé en chercher pas mal. C'est pas ce qu'il a fait de moins bien, mais c'est vrai en que c'est première pas... mi-temps, Ouais, d'où Jésus, ils étaient atroces. De toute façon, ils mettent 31 points les Wolves en première mi-temps. Oui, il y a un autre truc qui m'a gavé aussi. Donc, quand ça rentre pas offensivement, là où j'ai pas reconnu cette équipe des Wolves de la fin de régulière et du début de playoff, c'est... Moi, je trouve qu'ils se sont fait manger aussi dans les hustles, au rebond. Non. Statistiquement, fais voir les rebonds. Non, de la merde. Non, en fait, dans point dans la peinture. Non, hey, moins 10 au rebond. Moins 10. Face aux Warriors. Moins 10 au rebond. Les gigantesques Warriors. C'est pas possible. Putain, je croyais. Il y a 18 rebonds offensifs des Warriors. 51 à 41, dont 18 rebonds offensifs pour les Warriors. C'est-à-dire que tu laisses des secondes chances, donc tu laisses cette équipe survivre alors qu'elle revient d'un Game 7 contre Houston. C'est juste ça, pas possible. Ils peuvent l'améliorer. Je veux dire, c'est une histoire de... On se regroupe, on se dit, oh, oui. On se motive, on fait des écrans de retard et on utilise nos qualités athlétiques. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Exactement. Arrêtons de croire que les contre-attaques sont des entraînements. Merci Chris Finch d'avoir dit notamment le terme qui était que les décisions étaient comiques, limite en contre-attaque, prises par certains joueurs. Que certains garçons aussi prennent leur leadership, donc ça veut dire aussi Anthony Edwards. Donc, avant de me balader sur Chris Finch, moi je vais donner un peu l'opportunité aux joueurs de prouver un petit peu qu'ils ont des vraies intentions sur le Game 2. Bah là, le truc par rapport aux deux autres Game 1 dont on a parlé là dans cette vidéo, je compte pas le cas Pacers, on y revient plus tard, il y a eu 2 matchs et tout, donc on a de la visibilité sur le Game 2. Là, on sait pas ce qui va se passer au Game 2. Par rapport à ce qui s'est passé dans les autres Game 1, donc Celtics qui se fait fumer chez lui, et Thunder qui se fait fumer à la maison aussi également, là, les Wolves peuvent vraiment se faire regarder entre eux dans le vestiaire et se dire putain, on a fait un match de merde. Ah oui. Les Celtics, c'est un money time ultra mal géré principalement, pas que ça mais quand même. Le Thunder, il y a des choses à revoir comme on l'a dit, mais tu peux pas dire genre match de merde, voilà exactement. Les Wolves, les Wolves, match de merde. Tu mets à la poubelle, de A à Z. Donc c'est un contexte encore très différent, c'est-à-dire que les Wolves peuvent se regarder et se dire oh putain les gars. On démarre la série au Game 2. Ok, les 3 points, exactement, on démarre la série au Game 2, est-ce qu'il y a moyen qu'on prenne les rebonds? Est-ce qu'on peut, quand on a une contre-attaque, être agressif, comme disait Bastien? Est-ce qu'on peut écouter Bastien? S'il vous plaît. Non mais, tu vois, c'est un contexte différent. C'est-à-dire que vraiment, les Wolves, on a cette sensation, tout le monde, là, je pense, en tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, dites-le, mais moi, je pense qu'on peut tous s'accorder sur un point, les Wolves ont vraiment fait un match de merde. Tu changerais ton 5 majeur? Vu que tu notais la parenthèse Conley-Gobert. Je peux y réfléchir. Mais plus Dante DiVincenzo à la place de Conley que de changer Gobert. Après, parce que j'aime bien Nasrid et j'aime bien quand il sort du banc. Et puis, t'es pas à l'abri d'un début de match de Rudy où il gratte du rebond, il est sur le roll, là, il y a des dunks et tout. Donc, tu vois, match, il était agressif. En gros, du coup, t'as envie de l'avoir, ça. Alors que vraiment, Conley, je me pose des questions. Peut-être les fans des monde vont dire non, expérience, nanana, tout ça. Oui, mais putain, il met pas ses tirs. Et en plus, on voit bien, Warriors, ils le cherchent des fois en défense, quoi. Oui. Parce qu'évidemment, comme il joue un peu petit, bon, c'est soit t'isole Rudy, soit t'as quand même envie d'éviter Edwards et McDaniels déjà. Et finalement, Randle, c'est pas si minable les efforts. Puis il est costaud, il est plus dur à bouger, donc t'as envie d'aller sur Conley, quoi. Donc je dis pas qu'il faut changer de 5 majeur, mais je dis que c'est... si au match 2 il se pointe avec Dante DiVincenzo titulaire à côté d'Edouard, je vais rien dire moi. Non, tu me verras pas tweeter. Hein. Ouais. Ou 6 minutes dans le jeu de Conley parce que c'est dans le premier quart et en fait après on a tout donné à Dante et à Alexander Walker. Non, je te dirais bah tiens au fait il a fait un ajustement. Tiens il nous a écouté Chris. Ouais, il a fait un ajustement. Il a écouté non franchement non, j'aime beaucoup Mike Conley mais j'ai l'impression que ça va pas être une série pour lui cette affaire. Fais-nous mentir vieux père. Ouais, Minnesota, là, c'était très très difficile de faire une telle chute. En fait, c'est ce que tu as dit, il y a des équipes qui se sont qualifiées pour les demi et qui ont peut-être chié leur fin de match, mais qui ont confirmé leurs bonnes intentions. Boston a fait un bon premier tour et ils ont confirmé avant de faire n'importe quoi dans le 4e quart. Le Thunder a fait pareil, Denver a fait pareil, les Knicks ont fait pareil, les Warriors ont fait pareil, Même les Cavs et les Pacers. Les Cavs et les Pacers. Là, les Wolves, je connais aucune équipe qui nous a autant séduit sur le premier tour. Et fait un tel changement de visage sur sûr, ils peuvent faire mieux. C'est de la grosse merde. C'est sûr. S'ils jouent pas mieux, de toute façon, ils vont dégager. Hein. Mais c'est sûr, ils peuvent faire mieux. Les Warriors, ils le savent très bien. D'ailleurs, les Warriors, et ça va peut-être être même encore plus à observer
sur la suite de la série que le niveau de jeu des Wolves, c'est où en est Steph, quoi. Parce que quand même, genre là, ils font un truc de fou, hein, mais après, si tu leur enlèves Steph dès les débuts de match, à chaque fois, enfin, genre, attention. Ça va être chaud. Très relou quand même pour les Warriors. Tout à fait. Pas de peau, mais... faut reconnaître. Non, bien sûr, pas de peau. Mais c'est justement ça qui va m'intéresser par rapport à l'approche des Wolves, c'est que il ne faut pas avoir de pitié. Quand eux voient justement des garçons qui sont à 3 points, et c'est pas grave pour les contests, parce qu'on verra, Draymond, du coup, il finit à 4 sur 10 à 3 points. Il était libre. Hein. Il pouvait fumer une clope avant de prendre un tir à 3 points. Il n'y a pas de problème. Allez-y, il n'y a pas de souci. C'est pas normal. Vas-y, Draymond. Alors, certains vont dire, les pourcentages, quand il commence à mettre ses premiers, il faudra peut-être monter sur Pépère. Parce qu'en plus, à 2 points, c'est quand même pas, c'est pas le Brown Prime, tu vois, Draymond Green. Normalement, c'est pas comme s'il venait de faire un Game 7 contre les Rockets dans lequel il avait été agressif et dans lequel il a mis des 3 points. Exactement. À un moment donné, je te dis, c'est vraiment un mauvais match des Wolves, mais de A à Z. Il y a quasiment... Qu'est-ce qu'il y a à retirer de ce match pour les Wolves? Ils étaient à l'heure. Je crois qu'ils sont arrivés à la salle à l'heure. Entrée de Nasrid, c'est bien. C'est bien, refais la même, s'il te plaît. Refais des entrées comme ça. Voilà, merci. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est chaud. La deuxième mi-temps d'Edwards par rapport à la première. La première, c'est André Robertson et la deuxième, c'est Anthony Edwards. André Robertson. Très belle ref. C'est Dion Waiters. Tu sais quoi mieux? C'est Dion Waiters la première mi-temps d'Anthony Edwards. D'où Jésus. Mauvais choix, finition dégueulasse à l'arceau. J'étais là, genre, mais mec, t'as fêté la victoire des Lakers pendant 13 jours ou quoi? Moi, j'aime bien les vlogs sur sa chaîne YouTube, mais. Non, j'avoue. Faudrait peut-être se remettre au basketball. Oui, ils vont s'y remettre. Du coup, je suis très curieux. Extrêmement curieux. C'est quoi, ils vont se pointer? C'est quels Wolves qui vont se pointer au Game 2, quoi? Je suis très curieux. Maintenant, il faut qu'ils aillent gagner à Golden State et tout. Il faut qu'ils gagnent déjà le match de chez eux. Il y a un moment où on allait se poser cette question avec les Wolves. Il y a un moment où on allait se faire là, ça y est, on y est. En fait, elle a pas du tout lieu sur le premier tour. Non, parce qu'ils ont gagné les matchs serrés. Ils ont gagné les matchs serrés. Là, tu nous donnes des matchs, parce que là, on ne peut pas vraiment parler d'un match si serré. Mais tu nous donnes des matchs serrés, on se dit, merde, qu'est-ce qu'ils vont foutre les Wolves dans le Money Time? C'est fou quand même. Est-ce qu'on pourra avoir 2 équipes au Game 2? Ce sera surveillé, ce sera à Minnesota. On a fait le tour à peu près? Ouais, on a fait le tour des Game 1. Il y avait d'autres éléments, parce qu'après on va focus Cavs Pacers. Non, on est bon? Bon, on est bien. C'est bien. Game de ce soir entre Denver et OKC et Boston et New York, si je dis pas de bêtises. Donc il y aura des débriefs évidemment, peut-être qu'on se recaptera soit demain soit vendredi pour faire un débrief sur tout ça. On va continuer à suivre les playoffs à la culotte. Et je rappelle que samedi et dimanche il y a des matchs à 21h30 heure française, donc vous en profitez, hein, ça sera pas commenté, mais... Il n'y a pas le Game 4 de Thunder Nuggets justement dimanche il y a Thunder Nuggets et je crois que c'est Knicks Celtics ce samedi, mais je vais peut-être pas dire de la merde. Knicks Celtics, Madison Square Garden ce samedi à 21h30. Match 3. Match 3. Ouais. Super. Et match 4, Nuggets Thunder. C'est cool. Et bon, ça va être très très bien. On fait des gros bisous, on se retrouve dans un autre apéro. Ciao. Ciao.